Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler voiture électrique. Mais saviez-vous que les toutes premières, elles roulaient bien avant le moteur à essence? C'est une histoire assez surprenante qui revient en force. On plonge dans un dossier vraiment riche sur l'histoire, le présent et puis l'avenir des VE, les véhicules électriques. Notre mission, essayer de distiller l'essentiel de ce parcours, des débuts un peu oubliés à la révolution qu'on vit, sans oublier les défis, les innovations. Bon, on décortique ça ensemble. Oui, tout à fait. Et ce qui est frappant, je trouve, dans ce dossier, c'est de voir comment l'histoire des VE est cyclique, en fait. Elle est tout le temps façonnée par la techno, l'économie, les besoins de la société aussi. C'est un vrai miroir de nos évolutions. Repartons vraiment au début. Dès les années 1830, c'est ça, des pionniers comme Robert Anderson, Thomas Davenport, ils expérimentent. C'est ça. Mais le vrai coup d'envoi, si on peut dire, c'est l'invention de la batterie rechargeable par Gaston Planté en 1859. Et puis elle a été améliorée après. D'accord. Et ça a mené à quoi concrètement? Ça a lancé la course. Et on a eu des records comme la fameuse Jamais Contente. Ah oui, la Jamais Contente? Elle a dépassé les 100 km/h en 1899. C'était énorme pour l'époque. Incroyable. Et on dit même qu'au début des années 1900 aux États-Unis, il y avait quasiment autant de voitures électriques que de voitures à essence. Oui, quasiment une sorte de parité au démarrage, mais ça n'a pas duré cet âge d'or. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'arrivée de la Ford T en 1908. La révolution industrielle automobile? Voilà, production de masse, un prix imbattable et en même temps, on découvre du pétrole pas cher du tout. Mauvais timing pour l'électrique. Très mauvais timing. Ajouté aux limites des batteries de l'époque, elles étaient lourdes, l'autonomie était faible, la recharge très lente. Le moteur à combustion a tout raflé, pour des décennies. Et l'électrique s'est endormie en quelque sorte. C'est ça, elle s'est endormie. Alors, quand est-ce qu'elle se réveille? J'imagine avec les crises pétrolières. Oui, un premier frémissement dans les années 70, choc pétrolier, première prise de conscience écolo, mais c'est encore timide. Et le vrai retour moderne alors? Le vrai tournant, on peut dire que c'est la Toyota Prius en 97. Même si c'est une hybride, ça a remis l'idée de l'électrification sur la table. D'accord, la Prius a ouvert la voie. Et puis, il y a eu Tesla. Création en 2003 et surtout le Roadster en 2008. Là, ça a prouvé qu'une voiture électrique pouvait être performante et même désirable. Oui, ça a changé l'image. Et Nissan a suivi rapidement, non? Oui, avec la Leaf aussi en 2008. Eux, ils visaient plus le grand public, la voiture de monsieur tout le monde. D'accord. Et depuis, on assiste à une croissance folle. Ah oui, exponentielle. Les chiffres qu'on a sont clairs. 17% des ventes neuves en France en 2023, c'était du 100% électrique. Ça dépasse le diesel. 17%, c'est énorme. Et au niveau mondial? Mondialement, on a passé la barre des 20% de part de marché en 2024. C'est plus une niche. Tesla domine toujours, bien sûr, mais... Mais sa part diminue. Oui, elle s'effrite. Face à Renault, Hyundai, Kia, Volkswagen et surtout les constructeurs chinois, BYD notamment, ils arrivent très fort. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et côté technologie, ça a bougé aussi? Énormément. Les autonomies, on dépasse souvent les 500 km maintenant. Certains constructeurs visent même 800 km et plus. Et l'accélération? C'est souvent ça qui marque les gens quand ils essayent pour la première fois, ce côté instantané. Exactement. C'est un agrément de conduite différent. Pour les batteries, il y a deux grandes familles qui dominent aujourd'hui. Lesquelles? Alors on a la LFP, lithium fer phosphate. Son avantage, elle utilise des matériaux plus abondants, donc elle est moins chère et très sûre, très stable. Moins cher et sûr, ok. Et l'autre? L'autre, c'est la NMC, nickel, manganèse, cobalt. Elle permet de stocker plus d'énergie dans le même volume, donc plus d'autonomie, mais elle utilise du nickel et du cobalt. Qui sont plus coûteux et posent parfois des questions d'approvisionnement, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant, les sources notaient que début 2024, plus de la moitié des Tesla livrés utilisaient déjà des batteries LFP. Ah oui. C'est un signe que le coût et la durabilité prennent le pas, peut-être. Probablement. Ça et la disponibilité des matériaux. C'est un équilibre constant. Du coup, ça nous amène à la question du coût pour l'utilisateur. Le prix d'achat, on sait qu'il reste plus élevé en général. Mais quid du coût total sur la durée? Alors ça, c'est le point clé, le fameux TCO, le coût total de possession. Et là, le calcul peut devenir vraiment intéressant pour l'électrique. C'est-à-dire? Selon les modèles, l'usage qu'on en fait, le TCO peut être avantageux, parfois même dès la 3e année. Ah oui, sitôt. D'où viennent les économies? Principalement de 2 postes,
D'abord, l'énergie. Recharger coûte moins cher que faire le plein. Les chiffres analysés parlent d'environ 47% d'économie sur 100 km par rapport à l'essence. Quasiment moitié moins cher au kilomètre. D'accord. Et ensuite, l'entretien. Il est réduit d'environ 30%. C'est logique. Un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple, il y a bien moins de pièces en mouvement qu'un moteur thermique. Pas de vidange, pas d'échappement. Moins de passage au garage, en théorie. Mais est-ce que ce calcul rationnel du TCO suffit à compenser le prix d'achat plus élevé, dans l'esprit des gens, et l'incertitude sur la revente peut-être? C'est une vraie question, oui. Le passage à l'électrique, c'est aussi un changement culturel, un changement d'habitude. Il n'y a pas que le portefeuille. Et l'argument environnemental dans tout ça? Il pèse lourd, j'imagine. Il pèse lourd et le bilan est globalement positif. Les sources sont assez claires là-dessus. Un VE émet, sur tout son cycle de vie, fabrication comprise, 2 à 6 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique équivalente. Surtout en France, j'imagine, avec notre électricité peu carbonée. Exactement. Le mix électrique du pays où la voiture roule est crucial. En France, l'avantage est net. Mais il y a quand même la question de la fabrication de la batterie. Ce fameux sac à dos écologique initial. Oui, il existe. La fabrication d'une batterie a un coût carbone. Mais les données montrent que ce surcoût est remboursé, en quelque sorte, après environ 30 000 à 40 000 km de roulage grâce aux émissions évitées ensuite. Donc, assez rapidement pour un usage normal. Relativement, oui. Par contre, il reste les défis liés à l'extraction des matières premières. Le lithium, le cobalt. Ça soulève des questions environnementales et éthiques importantes. L'industrie travaille dessus, mais c'est un point de vigilance. D'où l'importance des recherches sur les nouvelles batteries, j'imagine. Absolument. Et l'avenir s'annonce passionnant de ce côté-là. On parle beaucoup des batteries tout solides ou solid state. Qu'est-ce qu'elles promettent? Plus d'autonomie, une recharge ultra rapide et encore plus de sécurité. Elles sont attendues autour de 2025, peut-être un peu après pour le grand public. Ça pourrait changer la donne, ça? Potentiellement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les batteries sodium-ion qui arrivent. Sans lithium, sans cobalt. Donc moins cher, avec des matériaux très abondants. Moins cher, ça c'est intéressant. Déjà disponible? Elle commence à équiper certains modèles, oui, surtout en Chine pour l'instant. Et on explore aussi d'autres pistes, comme le lithium-soufre, qui serait plus léger. Ça bouge beaucoup. Et au-delà des batteries elles-mêmes? On voit émerger d'autres innovations. La recharge sans fil, par induction, ou le V2G, Vehicle to Grid. V2G, c'est quoi? L'idée que la voiture, quand elle est branchée et chargée, puisse renvoyer de l'électricité dans le réseau domestique ou public pour aider à l'équilibrer. La voiture devient une sorte de batterie sur roue au service du réseau. Astucieux. Et il y a aussi l'échange de batteries, non? Popularisé par NIO? Oui, le battery swapping. Au lieu de recharger, on échange la batterie vide contre une pleine en quelques minutes. C'est une autre approche, surtout développée par NIO en Chine et un peu en Europe. Fascinant. Et face à toute cette effervescence de l'électrique à batterie, où se situe l'hydrogène? On en parle parfois comme d'une alternative, les FCEV. L'hydrogène ou FCEV a des atouts sur le papier. Le plein est très rapide, comme pour une essence, en 2 à 5 minutes, et ça permet une grande autonomie. Plutôt séduisant, alors pourquoi ça ne décolle pas plus? Les obstacles sont majeurs. D'abord, l'infrastructure de recharge. Elle est quasi inexistante. Moins de 70 stations hydrogène en France, à comparer aux plus de 160 000 points de charge pour VE. Ah oui, l'écart est énorme. Ensuite, le prix des voitures. C'est encore très très cher. On parle de plus de 70 000 €. Et enfin, produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire sans émettre de CO2, ça coûte cher et ça demande beaucoup d'énergie. Donc pour la voiture individuelle, ça semble compliqué pour l'instant. Pour l'instant, oui. Les sources qu'on a consultées le positionnent plutôt comme une solution potentielle pour le futur du transport lourd. Les camions, les bus, peut-être les trains ou les bateaux. D'accord, donc pour résumer ce tour d'horizon, on est passé d'une promesse oubliée à une véritable révolution en cours pour la voiture électrique à batterie. C'est ça. Une vague qui transforme vraiment l'industrie automobile, tirée par l'innovation, les politiques publiques aussi, et puis nos besoins qui changent. Les défis restent réels, hein. On a parlé des matières premières, il y a aussi l'adaptation du réseau électrique pour gérer toutes ces recharges, mais l'élan actuel est indéniable. Difficile de ne pas le voir. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une pensée qui ressort de ces lectures, on voit toutes ces nouvelles technologies de batterie arriver, solide, sodium, LFP, qui s'améliorent. Chacune cherche le meilleur compromis entre le coût, la performance, la durabilité, mais aussi l'impact éthique et environnemental. Alors la question qui se pose, c'est:
est-ce que le type de batterie, savoir si c'est une LFP, une NMC, une sodium-ion ou bientôt une solide, ne va pas devenir un critère de choix aussi important pour l'acheteur que la marque, le design ou même l'autonomie affichée? Ah, c'est une excellente question. Choisir sa voiture en fonction de la chimie de sa batterie, c'est une perspective intéressante pour la suite. Une question clé, je pense, pour la prochaine étape de l'électrification de nos mobilités.